bienvenue à cette session d'information qui est organisée dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt numéro 2024.01.RCA, qui a été lancé le 29 octobre 2024 par le gouvernement de la République centrafricaine et l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, mieux connue sous son acronyme CAFI. Donc, je suis Camille Pubil, je suis spécialiste programme au sein de l'équipe du secrétariat de CAFI, et je serai donc la modératrice de cette session. À mes côtés, nous avons les collègues du secrétariat. Donc, nous avons Madame Estelle Fache, qui est responsable du suivi et évaluation. Nous avons Monsieur Bruno Gué, responsable de la programmation, et nous avons Monsieur Thierry Loussenguet, qui est spécialiste technique, pardon, PSE, et Madame Fiona Désert aussi, chargée de la communication. Nous avons également le plaisir de compter parmi nous des représentants du gouvernement de la République centrafricaine. Donc, je propose que nous allions de l'avant avec la présentation générale de l'AMI qui va être dispensée donc par Monsieur Bruno Gué. Donc, s'il te plaît, Bruno, c'est à toi pour la présentation générale de l'appel à manifestation d'intérêt. Oui, alors allons de l'avant. On va répondre à une série de questions. D'abord, une petite présentation. Qu'est-ce que CAFI? Quel est l'objectif de cet AMI? Quels sont les organismes éligibles? Quelles sont les exigences pour être accrédité au fonds CAFI? Y a-t-il d'autres étapes pour l'accès au financement pour les organismes non accrédités en particulier? Comment les organismes non éligibles peuvent-ils participer à l'AMI et ou à la mise en œuvre des projets? Comment et quand soumissionner? Quel format utiliser? On me traitera aussi de répondre aux questions du calendrier, de la modalité d'envoi des manifestations d'intérêt, le processus d'examen, le type de programme prévu, les moyens financiers disponibles, la durée des projets, les documents qui peuvent être consultés avant de soumissionner, les attentes en matière de consultation des parties prenantes et comment faire si vous avez encore des questions après cette session d'information d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que CAFI? C'est une coalition de 10 bailleurs et 6 pays partenaires. Vous les avez ici à l'écran. Donc, je ne vais pas les repasser tous. C'est une initiative qui a été lancée en 2015 en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et ça a été lancé à travers la signature d'une déclaration qui a été signé par tous les pays que vous avez vus sur la diapositive précédente. L'objectif de l'initiative est de reconnaître et préserver la valeur de la forêt dans la région du bassin du Congo, dans l'optique d'atténuer les changements climatiques, de réduire la pauvreté et de contribuer au développement durable. Alors, cet objectif, c'est réalisé à travers la mise en œuvre par les pays des cadres d'investissement de développement sobre en carbone holistique qui inclut des réformes politiques, des mesures nationales portant sur les facteurs de déforestation et dégradation des forêts. La gamme d'activités devant être soutenue dépendra du contexte spécifique, la dynamique des moteurs de la déforestation dans chaque pays, et ce sera un forum de partenaires de partage d'expériences aussi entre les pays. Donc, CAFI, c'est en réalité à la fois donc un fonds fiduciaire géré par les Nations unies et une plateforme de dialogue politique qui permet aux pays donateurs et aux pays d'Afrique centrale d'échanger justement sur cet objectif. CAFI canalise ses financements à travers des organismes de mise en œuvre. Ça peut aussi être des consortiums. Donc, donc l'objectif de l'AMI, c'est de sélectionner cet organisme ou ce consortium pour mettre en œuvre un projet pilote qui a été préidentifié dans le cadre national d'investissement RED de la RCA. Donc, les candidatures se font sous la forme de manifestation d'intérêt. L'organisme est ensuite sélectionné et devra élaborer un document de projet. Et c'est à l'étape de l'élaboration du document de projet qu'on aura plus de détails et qu'on entrera plus avant dans le développement. Ici, on est vraiment à l'étape d'une expression d'intérêt. Donc, c'est pas, euh, on n'est pas à l'étape d'une soumission d'un projet complet. Donc, ça, c'est important. Passer à la prochaine diapositive. Euh,
Quels sont les organismes éligibles? Les agences du système des Nations Unies et la Banque mondiale sont automatiquement éligibles. Ensuite, il y a une série d'organisations qui ne font pas partie du système des Nations Unies qui sont éligibles, soit des organisations de coopération internationale qui ont déjà été accréditées au Fonds CAFI. Il y en a de nombreuses. Donc, euh, l'Agence de coopération belge, l'AFD, la GIZ, euh, USA, de la coopération japonaise, etc. Il y a aussi des organisations, des ONG internationales ou des instituts de recherche à but non lucratif qui peuvent être accrédités s'ils ne le sont pas encore. Donc, évidemment, il faut être à but non lucratif pour être accrédité auprès du fonds CAFI. Les organismes à but lucratif ne sont pas éligibles, mais il faut aussi avoir un accord de collaboration avec la République centrafricaine ou être en voie de l'obtenir. Et il faut avoir porté des projets dont le coût total est d'au moins 10 millions US en République centrafricaine ou dans la région du bassin du Congo dans le passé récent. Euh, vous pouvez soumissionner même si vous n'êtes pas accrédité au Fonds CAFI. C'est juste qu'il faudra passer par l'accréditation. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. Les exigences pour l'accréditation, vous les avez en annexe 2 à la page 18 de l'AMI. Donc, on va passer très rapidement là-dessus, mais il faut avoir un enregistrement légal en République centrafricaine. Il faut démontrer ses capacités fiduciaires à travers ce qu'on appelle une micro-évaluation. Il faut avoir une politique en matière de prévention, traitement et réponse à l'exploitation, aux abus et au harcèlement sexuel et des politiques de sauvegarde sociale et environnementale. Il est aussi recommandé d'avoir une référence euh, d'une agence des Nations Unies ou d'un pays donateur attestant d'une gestion satisfaisante d'un programme dans le passé récent. On peut passer. Il y a, bon, donc, il faudra donc, si vous n'êtes pas accrédité et votre organisme compte participer dans le cadre de l'ANI, il faut savoir que vous devrez donc passer par le processus d'accréditation avant de pouvoir recevoir, accéder au fonds CAFI, pouvoir recevoir des déboursements du fonds CAFI. C'est un processus qui prend entre 3 et 6 mois. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte. On peut passer. Les ONG nationales, le secteur privé qui n'ont pas accès directement au fonds CAFI, ne sont pas accrédités, sont tout de même invités à prendre contact avec les organismes de mise en œuvre de CAFI afin de mentionner leur intérêt de travailler sur une ou plusieurs composantes du projet préidentifié dans l'AMI. Ceci tant maintenant que plus tard à l'étape de formulation du projet. Nous allons rendre publiques les décisions. Toutes les décisions du conseil d'administration de CAFI sont rendues publiques sur notre site web. Vous voyez ici l'adresse et donc vous pourrez accéder à la décision lorsqu'elle sera prise sur la sélection de l'organisme. Donc, on vous encourage à former des consortiums. On encourage aussi les organismes de mise en œuvre à faire la cartographie ou la préidentification d'organisations nationales, d'agences locales d'exécution avec lesquelles peuvent faire des partenariats pour renforcer justement les acteurs locaux dans une logique de durabilité. Euh, Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement doit être fait à ce stade-ci parce qu'on est simplement au stade de la manifestation d'intérêt. C'est quelque chose qui pourra être fait plus tard dans le cadre de développement, dans le développement du projet, mais c'est quelque chose qu'on peut vous aviser d'ores et déjà que c'est encouragé. Euh, voilà, il y a la possibilité d'inclure des activités de renforcement des capacités d'entités nationales dans le don de préparation et ça est dans l'étude de faisabilité qui doit mener au développement du projet. Ça, on va y venir un peu plus tard. Comment soumissionner? Vous avez un formulaire. Donc, vous devez faire part de votre expérience et la vôtre ou celle de vos partenaires, l'approche de mise en œuvre que vous comptez utiliser et au niveau plutôt technique et ensuite au niveau opérationnel, les modalités d'exécution envisagées. Donc, au niveau des arrangements institutionnels, calendrier opérationnel et faire état de vos politiques internes de gestion des risques de sauvegarde. Il y a un format d'AMI qui s'y trouve à l'annexe 1 et c'est important euh, de ne pas dépasser 15 pages. Donc, ceci, documents et annexes ne sont pas compris.
dans ces 15 pages, mais s'il vous plaît, essayez de respecter la longueur de 15 pages et d'envoyer sous format PDF, Doc ou DocX. Toutes les soumissions sont considérées comme publiques. Donc, l'information que vous nous envoyez pourra être rendue publique. Vous avez ici l'adresse pour la soumission, donc eoi.cafi@undp.org. Et les soumissions sont attendues au plus tard le 26 novembre à 17 heures, donc GMT plus 1, l'heure de Centrafrique, et c'est également l'heure de Genève, là où se trouve le secrétariat de l'initiative CAFI. Donc, on vous encourage vivement à envoyer le plus tôt possible, si possible avant la date limite, et afin de nous permettre de vous demander des compléments d'information ou vous aviser s'il manque un élément dans votre manifestation d'intérêt et nous assurer qu'ainsi elle soit éligible. On fait la revue des manifestations d'intérêt d'abord à travers une revue de la conformité des manifestations d'intérêt reçues. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous encourage à potentiellement soumissionner avant s'il manque un élément. Donc elles doivent être complètes avant tout. Et ensuite, bon, il y a certains prérequis qui sont bien listés dans le document de manifestation d'intérêt. L'étape numéro 2, c'est l'évaluation des manifestations d'intérêt. Vous avez un pointage sur 100 à la section 4.5. Donc, l'expérience pertinente et démontrée compte pour 30%. La compréhension des attentes méthodologiques et la méthodologie compte pour 40%. Et l'approche d'exécution du projet compte pour 30%. Vous allez voir, il y a des critères un peu plus détaillés directement dans l'année. Donc, en résumé, nous avons ouvert la semaine dernière, il y a la semaine dernière la via manifestation d'intérêt. Euh, il est maintenant ouvert jusqu'au 26 novembre. Vous pouvez envoyer des questions au plus tard le 16. Nous allons publier des réponses à toutes les questions reçues. Et le 26, on va fermer la vieille manifestation d'intérêt. Il y aura ensuite une période d'évaluation, donc un contrôle d'éligibilité et une évaluation technique. Et ensuite, nous publierons une décision, ceci avant la fin de l'année. Donc, quel type de programme est prévu? Ce sont des projets d'investissement intégrés, pilotes, qui sont préidentifiés dans le cadre national d'investissement RED de la RCA. Il y a trois axes principaux: le renforcement institutionnel des acteurs des territoires d'intervention, l'aménagement des territoires et la mise en œuvre de cet aménagement du territoire à travers des mesures qu'on appelle RED+. Et sur ce point, on met une emphase particulière sur le déploiement de mécanismes de paiement pour services environnementaux, c'est-à-dire des mécanismes d'appui direct aux communautés et individus qui vivent sur le territoire dans Bangui et sa périphérie, qui est la zone d'intervention choisie. Thierry va parler plus amplement des paiements pour services environnementaux ensuite. Les moyens financiers disponibles sont de 10 millions de dollars. Vous avez le droit, en tant qu'organisme de mise en œuvre, de solliciter un don de préparation qui peut aller jusqu'à 300 000 dollars, mais ceci doit être dûment justifié et restera sujet à l'approbation du secrétaire CAFI en fonction de la complexité de la thématique considérée. Tous les budgets doivent être en dollars américains, suivre le format des Nations Unies et les coûts indirects ne peuvent pas dépasser les 7%. Euh, il est attendu, et je le répète, et on va le voir tout de suite avec Thierry, que la plupart, qu'une partie importante des financements soit fait pour appuyer des activités sur le terrain. Donc, des activités appuyant directement les communautés locales, les producteurs, les coopératives, afin de créer des conditions habilitantes pour le déploiement de ce qu'on appelle les paiements de services environnementaux, ainsi que l'octroi de ces mêmes paiements pour services environnementaux suivant les lignes directrices développées par CAFI que Thierry va présenter à l'instant. Donc, quelques derniers éléments. Donc, si vous êtes sélectionné, vous aurez donc 6 mois maximum pour envoyer votre document de projet complet pour approbation par le conseil d'administration
ceci après un processus d'évaluation interne qu'on pourra revoir avec vous si vous êtes sélectionné. Et les projets peuvent être d'une durée de entre 2 et 5 ans, avec possibilité d'extension, et ceci sur base de la performance. Et on pourra le voir, notre objectif en tant que CAFI, c'est de travailler vraiment sur la base de la performance et on est en train d'instaurer des mesures pour vérifier les résultats des projets de façon beaucoup plus rigoureuse qu'il est commun de le faire dans l'aide au développement. Donc, c'est un sujet central à notre travail. Les organismes de mise en œuvre qui ont des modalités de mise en œuvre qui s'appuient sur la performance, qui peuvent démontrer qu'ils travaillent sur base de la performance seront donc avantagés. Euh, vous avez ici notre site web avec toutes les informations sur l'AMI que vous pouvez consulter avant de soumissionner. Euh, il est important de dire qu'on ne s'attend pas à ce que, à ce stade-ci, les organismes de mise en œuvre fassent des consultations de terrain, parce qu'on ne veut pas créer des attentes. Donc, on vous invite à vous rapprocher du gouvernement, de la RCA, qui est représenté aujourd'hui, pour, disons, pour expliquer ou vous entretenir à propos de votre intérêt et présenter votre approche, mais on vous demande de ne pas, à ce stade-ci, faire de consultation de terrain de façon à ne pas créer des attentes au niveau local. C'est quelque chose qu'on pourra faire, que vous pourrez faire durant la phase de développement du projet si vous êtes retenu. Si vous avez encore des questions après la session d'aujourd'hui, vous pouvez nous envoyer les questions à notre adresse. Vous l'avez encore, je la répète, eoi.cafi@undp.org et celles-ci doivent nous arriver avant le 16 novembre. Nous allons publier au plus tard toutes les questions et toutes les réponses aux questions reçues le 18. Et à partir de là, on n'aura plus d'informations, on ne fournira plus d'informations par rapport à l'année. Donc, je vous remercie. Je vais passer la parole tout de suite à Thierry pour présenter sur les paiements pour services environnementaux. Merci. Voilà, je vais vous parler d'un mécanisme en rappelant la volonté du gouvernement qui est celle de minimiser le coût en maximisant les bénéfices directs aux populations en se focalisant sur les résultats qui sont visibles. Donc, il y a besoin d'un système efficace de partage de bénéfices carbone à moyen et long terme. Et c'est pourquoi on travaille sur ces chantiers qu'on est en train de structurer, de standardiser et aussi d'institutionnaliser. Et tout cela, il y aura une démonstration de, lors de la COP 30 au Brésil. Et donc, c'est au niveau régional, mais il y a aussi le contexte au niveau euh, euh, national. Et donc, pour rappel, par exemple, pour la RDC, on travaille déjà sur les paiements pour services environnementaux, parce que c'est déjà repris dans la stratégie RED. Et donc, Bruno a parlé aussi de la RED au niveau de la RCA. Et il y a une lettre d'intention aussi, et le cadre programmatique qui existe pour la RDC. Et il y a différents projets pilotes qui sont en cours d'exécution et qui ont commencé depuis 2015. Et il y a des leçons apprises à partir de ce projet-là avec un potentiel de mise en échelle. Suite. Alors, parlant de moteurs de la déforestation dans le bassin du Congo, il y a à la fois l'agriculture artisanale industrielle, la foresterie artisanale industrielle, l'extension en termes d'infrastructures de routes, la démographie et l'exploitation minière artisanale et industrielle. Mais je vais revenir sur l'agriculture artisanale et la foresterie artisanale qui impliquent beaucoup de millions, disons, d'acteurs qui sont impliqués pour la recherche de nourriture et des combustibles en bois, énergie et charbon de bois. Et donc, la question est comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un impact sur ces millions d'acteurs qui sont impliqués dans la déforestation et la dégradation. Et donc, en termes d'ordre de grandeur, donc,
euh, et à l'issue des études, on a vu que déforester 1 hectare pour un gain de $100, par exemple, il y a aussi une perte entre-temps en termes de carbone de 5 000 $. Donc, entre 100 de gains et 5 000, vous voyez c'est vraiment disproportionné. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver, à travers quel mécanisme est-ce qu'on peut arriver à avoir un impact sur ces millions d'acteurs? C'est pourquoi on est en train de travailler sur ce mécanisme de paiement pour services environnementaux. Oui. Suite. Et donc, c'est quoi les paiements pour services environnementaux? Et donc, ici, c'est un contrat volontaire dans lequel un service environnemental, donc lié à l'usage des terres et qui sécurise des services écosystémiques, je vais en parler d'ici là aussi, est payé à une source. Donc, un contrat volontaire dans lequel un service environnemental est payé euh, par au moins une source de financement à un fournisseur de services environnementaux, qui peut être soit un ménage, une communauté ou un secteur privé, si et seulement si le fournisseur met en œuvre les pratiques agréées. Donc, bref, c'est un paiement pour des résultats vérifiés. Alors, je vais faire une différence tout de suite et assez claire entre les services environnementaux et les services écosystémiques. Parce que quand on parle des services environnementaux, on a tendance à confondre avec tout ce qui est carbone et tout. Donc, pour les services environnementaux, on rémunère un changement de pratique lié à l'usage de la terre. Mais pour les services écosystémiques qui englobent le carbone, les services hydriques, la protection du sol, c'est tout ce que la nature fait pour l'homme. Et donc, mais ici, moi, je parle des services environnementaux. Et donc, basé sur plusieurs projets et des expériences de par le monde, en Amérique latine, on a essayé de catégoriser le type d'activité PSE, ça reste indicatif bien sûr, au niveau des PSE individuels et collectifs. Donc, il y a des activités au niveau individuel et collectif. Il y a des préconditions, tout ce qui est clip, usage des terres, tout ce qui est foncier et aménagement et zonage, et de types de fournisseurs de services qui peuvent être de petits, grands propriétaires, secteurs privés, ONG, communautés. Et donc, cette catégorisation reste indicative, mais c'est basé sur euh, plusieurs expériences. Alors, dépendamment des objectifs de la RCA, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avancer vers une conservation de la biodiversité ou travailler sur la protection, la production durable? Et donc, les types d'activités PSE ici que vous voyez dépendront de l'objectif de la RCA. Donc, il y a l'agriculture libre, l'agroforesterie, le boisement, le reboisement, la gestion durable des forêts, la régénération, la conservation. Donc, le choix de type d'activité dépendra des objectifs fixés par la RCA s'ils veulent avancer beaucoup plus dans la conservation de la biodiversité ou la production durable. Alors, quels sont les facteurs clés de succès de type d'activité PSE? Il y en a trois. C'est la crédibilité du bailleur, premièrement, les conditionnalités, deuxièmement, et la gestion efficace et rapide. Alors, en ce qui concerne la crédibilité ici, je vais préciser que on s'engage pas, pour les types d'activités PSE, ce n'est pas à court terme. On s'engage avec les bénéficiaires sur le long terme. Et celui qui paye doit savoir honorer ce contrat-là et à temps. Et il doit avoir aussi des ressources financières stables. C'est vraiment important pour mettre en œuvre ce type d'activité PSE. Et cela doit passer j'ai parlé de conditions tantôt. Et donc, toutes ces conditionnalités-là doivent être gérées dans un système d'information que je vais vous présenter. Et on doit être en mesure de vérifier les résultats. Et s'il n'y en a pas, dépendamment des conditions fixées, mettre en place au moins des mesures correctives et ou des sanctions. Et tout cela, comme j'ai dit, il y a un système d'information, mais qui ne se limite pas là, mais euh, dans lequel on doit vraiment préciser donc tout ce qui est procédure, Caneva, et modalités de paiement et des technologies à utiliser. Suite. Alors, nous avons mis en place une boîte à outils
Et on travaille sur des conditions habilitantes, tout ce qui est zonage foncier, gouvernance locale, je vais le détailler plus tard, et tout ce qui est standardisation avec des canevas et des méthodologies et des partenariats de mise en œuvre pour l'appui technique et la gestion des informations, la recherche, le partenariat et le paiement. Donc, notre boîte à outils est assez large et ça peut s'adapter à plusieurs contextes. Donc, voyons dans les détails. Donc, dans la suite, je vais vous montrer, par exemple, pour l'exemple de la RDC, quand on parle de la standardisation, c'est beaucoup plus de Caneva et qui vont de prérequis, donc tout ce qui est candidature, qui sont éligibles parmi le type de bénéficiaires et qu'est-ce qu'ils doivent avoir. Et donc, il y a des outils, des Caneva sur lesquels qu'on est en train de standardiser. La contractualisation, donc les types de contrats, dépendamment des types d'activités. Le suivi, donc développer tout ce qui est formulaire et aussi les paiements à travers aussi des PV qu'on est en train de mettre en place. Donc, on met en place tous ces outils-là, tous ces canevas-là qu'on standardise, mais qui peuvent être appliqués et mis en échelle. Alors, parlant toujours de la standardisation, donc, comme j'ai dit avant, on est parti de l'expérience à la fois de la RDC au niveau régional et international. Ce qui reste fixe, ce sont ces deux éléments-là, ce que vous voyez dans la structure et les éléments clés. Donc, les critères généraux restent fixes, les critères d'éligibilité sont fixes en termes de structure, les qualités, les critères de qualité, les sauvegardes, les modalités. Donc, on a vu que dans les différentes expériences dans le monde, au niveau local, il y a dans la structure des PSE tous ces éléments-là, déclinés dans les éléments clés. Mais ce qui peut changer, dépendamment du type d'activité, ici on a pris l'exemple de reboisement, ce sont ces variables-là. Par exemple, pour les critères globaux, la durée de contrat, ça varie, ça peut varier d'un pays à un autre, d'un projet à un autre, c'est variable. Donc, c'est pourquoi tout ce qui est en bleu là peut varier, mais les éléments de structure et les éléments clés restent fixes. La suite. Et tous ces éléments sont inclus dans le système d'information que je vais développer d'ici là. Et en termes de gouvernance, donc nous avons vu, par exemple, pour la RDC, donc d'un côté, il y a un financeur et il y a un fournisseur de services. Et au niveau intermédiaire, il y a des organisations de mise en œuvre, donc vous. Et pour les cas de la RDC, il y a aussi des agrégateurs, toutes ces structures locales qui fédèrent ces bénéficiaires-là, ces fournisseurs de services. Et à côté, il y a la vérification indépendante en termes de gouvernance. Donc, c'est assez standard, mais les agrégateurs sont optionnels. Et donc, ces systèmes d'information-là, donc, on travaille sur une première version, bien sûr, euh, mais les déploiements et les développements est continu avant de passer à la mise en échelle. Donc, c'est un système modulaire qu'on va voir par la suite. C'est un système modulaire et il y a des modules qui seront développés au fur et à mesure et avant de passer à la mise en échelle pour permettre au pays de s'adapter à ces modules existants et même d'en augmenter d'autres. Suite. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On travaille sur une base de données aussi en ligne qui est accessible à distance. Et donc, et on travaille aussi sur la collecte des données en utilisant de téléphones, des Android et l'interface web. Et on va augmenter tout ce qui est au-dessus, donc la télédétection plus tard pour détecter tout ce qui est feu et aussi des systèmes de paiement. Il y a dans certains pays où ils utilisent de coupons numériques ou dans d'autres pays aussi on utilise des paiements mobiles. Donc, on a déjà commencé à développer tous les systèmes de collecte de données qui gèrent ces informations-là, mais aussi les équipes. Et donc, ce qu'on essaye de faire, donc, c'est de standardiser euh, tous les aspects liés à la collecte, à la centralisation et avec des rapports automatiques et des analyses.
mais aussi ces systèmes permettent aussi de gérer les équipes. On peut assigner le rôle en allant des bénéficiaires aux agrégateurs et les informations peuvent remonter jusqu'à CAFI. Suite. Ouais. Suite. Donc, ce système est modulaire, comme je le disais. Donc, on a défini de règles et de normes basées sur l'existant de projets qui existent et l'expérience au niveau national, régional et international. Et ce système va de la candidature jusqu'à la vérification indépendante. Donc, c'est un système robuste, simple, transparent dans la gestion de tout type d'activité PSE. Donc, il y a des actions que vous voyez là et ce que l'outil permet de faire. Donc, j'ai dit en termes d'actions, il y a des candidatures donc, qui sont éligibles par type d'activité PSE jusqu'au paiement. Et dans tout ce processus, vous voyez que l'outil prend en charge toutes les évaluations, les analyses liées aux candidatures, l'activation de contrats, bien sûr. Et c'est ce qu'on fait au niveau de la candidature. Donc, une fois que, dépendamment des agrégateurs, s'il y en a, ou c'est l'organisme de mise en œuvre qui lance l'appel pour identifier des bénéficiaires. Et donc, ce système permet de collecter des informations à travers des Android et assigner des tâches aux chargés de terrain et MENI. L'outil prend cela en charge et facilite les analyses. Suite. Et aussi pour le suivi. Et donc, à la fin, on aura dans la base de données qui est accessible en ligne un dashboard avec des analyses et des données statistiques par type de projet, type d'activité PSE, et par pays, par projet. Et donc, on aura un système traçable, de traçabilité et accessible en ligne et en distance. Et donc, ce qui diffère des activités business as usual, des PSE, c'est que dans tout ce que vous allez soumettre, parce qu'on a parlé des prérequis, donc tout ce qui est aménagement, donc on essaie un peu d'aligner. Donc il y a 5 éléments très importants pour que ce que vous allez soumettre puisse s'aligner au paiement pour services environnementaux. Donc cela devrait inclure des prérequis de contrat qui devra définir des critères de qualité, le type de monitoring avec le rapportage. Donc, il y a des guidelines géoréférencés, des éléments géoréférencés avec des photos géotaguées, mais aussi la vérification indépendante. Je ne parle pas de l'évaluation à mi-parcours ou fin projet, mais de la vérification indépendante et aussi des conditions de paiement à la performance. On essaye d'avancer vers des paiements ex post en ayant déjà vérifié les résultats. Et donc, il faut qu'il y ait des conditions liées. Et donc, et plus tard, on arrivera à ceci. Il y aura, mais ça sera pour une autre phase, de canevas du Prodoc avec les canevas du budget et dans lesquels il y a toutes ces précisions-là mais aussi vous aurez à côté des lignes directrices de programmation et des matrices d'évaluation de notre côté et aussi des canevas. Ces canevas que nous sommes en train de standardiser. On partagera tous ces outils-là, mais pour faciliter la décision de CAFI et au niveau des différents décaissements. Et après, une fois que le projet sera mis en œuvre, il y aura aussi des lignes directrices de monitoring et aussi la vérification indépendante dont j'ai fait allusion avant. Voilà, je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais aussi, au-delà de ces systèmes d'information, il y a aussi un outil de modélisation qu'on essaye de mettre en place et qui décrit aussi en termes de besoins et des différents types d'activités PSE, quel est le potentiel, quel est le volume
Et ça peut vous indiquer aussi les budgets nécessaires. Par exemple, si au niveau de la RCA, on veut avancer vers la conservation de la biodiversité en ciblant la régénération naturelle, en ciblant la conservation. On peut introduire les données dans cet outil de planification stratégique et ça va nous donner qu'est-ce que ça coûterait et quels sont les impacts en termes euh, de carbone et tout, et des bénéficiaires. Donc, on travaille aussi sur la modélisation de cet outil-là. Donc, en résumé, il y a des instruments sur lesquels on travaille et qui peuvent être adaptés à la région et ça peut nous permettre de passer à l'échelle. Et aussi, CAFI veut augmenter aussi des financements dans la région. Donc là, on est en train de parler de la RCA, mais on travaille aussi sur les niveaux régionaux et à travers ce système basé sur la performance. Et à travers cette boîte à outils, on va tester et on est en train de mettre en place le cadre de mise en œuvre. Donc, on vous encourage dès maintenant à intégrer cela dans votre soumission parce que ça sera aligné sur le travail qu'on est en train de faire, même au niveau de la région. Merci. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Bruno. Je vais me permettre de présenter à nouveau les participants pour la République centrafricaine. Donc, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Igor Gildas Tola Kogadou du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Dieudonné Bruno Yane Yombo Brashka du ministère en charge des eaux et forêts et Monsieur Firmin Pakouzou pour le ministère des Finances et du Budget. Est-ce que Monsieur Tolako Gadou, vous voudriez prendre la parole pour dire quelques mots? Bonjour. Alors, c'est Monsieur Firmin Papouzou, ministère des Finances et du Budget. Je suis à mes côtés, comme vous l'avez constaté, je suis avec le directeur du cabinet des eaux et forêts. Alors, c'était simplement pour vous dire que Monsieur Gildas Tola n'est pas avec nous dans la salle au moment de cette présentation, cette réunion. Maintenant que j'ai la parole, peut-être que vous pouvez, je peux maintenant poser mes préoccupations par rapport à des présentations qui ont été faites par Thierry et l'autre monsieur tout à l'heure, si c'est possible. Alors, deux préoccupations. Je vais dire d'abord la première chose, je vais m'attarder, vous comprenez, je suis des finances, je vais m'attarder sur la question des... on a parlé de coûts indirects. Le coût indirect, on parle quand même à hauteur de 7%. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que ces coûts vont être défalqués sur l'enveloppe proposée de 10 millions ou alors c'est notre financement qui viendra autre pour supporter le coût indirect? Voilà ma première question. La deuxième question, vraiment, ce n'est pas une question, c'est simplement demander à M. Thierry, alors est-ce qu'il peut revenir? Parce que dans le temps de jeu, il faisait la différence entre le PSE et le PSS. Le paiement de services environnementaux et le paiement de services systémiques. Est-ce qu'il peut revenir pour vraiment me permettre la compréhension? Donc voilà un peu les préoccupations à chaud et juste par rapport à ces présentations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bruno, peut-être, si tu veux Oui, répondre. oui, je vais répondre à la première question et Thierry pourra répondre à la seconde. Donc, par rapport au coût, alors, CAFI a une politique de budgétisation donc, qui définit et caractérise les différents coûts. On pourra vous la faire parvenir donc dans les, euh, les questions, la foire aux questions. Donc, on pourra insérer le lien. Donc, dans cette politique-là, on permet donc des coûts indirects qui peuvent aller jusqu'à 7%.
donc qui est le taux qui est appliqué par toutes les agences de CAFI, ainsi que des coûts de gestion du projet, donc le personnel qui doit gérer le projet, qui peuvent aller jusqu'à 21% pour des projets jusqu'à 10 millions de dollars. Donc, vous avez aussi d'autres détails dans la politique de budgétisation et tous les budgets font partie de l'enveloppe, de cette enveloppe-là pour le projet. Donc, ils doivent tous être inclus. Donc, les coûts indirects et les coûts de gestion font partie de cette enveloppe de 10 millions. Merci. Donc, je peux prendre déjà aussi, pour répondre à la deuxième question, c'est la, la différence entre les paiements pour services environnementaux et les paiements pour services écosystémiques. Et donc, je disais que de manière assez caricaturée et simple, je peux dire que le paiement pour services environnementaux, c'est une rémunération au changement des pratiques liées à l'usage des terres. Et donc, et aussi les services, les paiements pour services écosystémiques qui englobent tout ce qui est carbone, les services hydriques et la protection de sol, sont garantis par les paiements pour services environnementaux. Et donc, de manière assez simple, ce qu'on vous demande ici, c'est dans le troisième pilier, parce qu'il y avait trois pour la RCA, dans le troisième pilier, en termes d'activité, veuillez soumettre ou proposer des activités type PSE qui pourraient être le reboisement, l'agroforesterie, la régénération naturelle, la conservation, la gestion durable de forêts. Ça sont des types de services, d'activités PSE. Donc, différemment de projets carbone. Ces projets carbone sont garantis par ces activités PSE. Et donc, ce qu'on demande ici, ce ne sont pas des paiements pour services écosystémiques, tout ce qui est projet carbone et tout le reste, non. On demande plutôt que vous teniez en compte le type d'activité PSE qui peuvent plus tard garantir les services écosystémiques. Voilà. Donc, de manière assez simple, comme euh, en RDC avec les officiels, ils me demandaient, écoute, il ne faut pas nous donner des définitions assez savantes. Donc, pour le PSE, c'est l'action de l'homme en faveur de la nature et qui passe par, pour les cas de la RCA, la première chose, toutes les conditions habilitantes, le zonage foncier, aménagement et tout le reste. Et la troisième chose, choisir entre les types d'activités PSE pour réduire, in fine, la déforestation et la dégradation. Après, on pourrait parler des services écosystémiques qui sont des résultantes des paiements pour services environnementaux. Voilà. Merci pour toutes les réponses qui sont bien claires. Mais cependant, j'ai une question à compléter. C'est Gildas sous les deux PNUD par rapport aux activités PSE. Vous parlez tantôt de type d'activité PSE, mais je voulais avoir une idée déjà sur la catégorie que vous avez présentée tout à l'heure et surtout les superficies en fonction pour être vraiment validé et vérifié par par exemple le secrétariat CAFI. Alors, je me demande, vous avez cité tout à l'heure il y a deux catégories, les petites et les grandes. Mais on peut, en termes de superficie, à combien de superficie on peut dire que un projet, un promoteur est capable, comment je veux dire, un promoteur est capable de réaliser une activité PSE. Voilà un peu cette différence, surtout en termes de superficie. À combien de superficie on peut valider la promotion d'une activité, par exemple agroforestière ou d'autres activités de reboisement? Voilà un peu cette question qui me vient directement à la suite de votre réponse. Je vous remercie. Oui, donc de notre côté, c'est ouvert. Et donc, on s'inscrit aussi dans les objectifs du pays, hein. Et donc, ça reste ouvert, dépendamment du type d'activité que vous avez choisi, dépendamment du type
de bénéficiaires que vous avez identifiés. Et donc, mais cela reste ouvert pour CAFI. Si vous choisissez, par exemple, l'agroforesterie, si vous choisissez les reboisements, si vous choisissez la régénération naturelle, si vous choisissez la conservation, non seulement ça varie, mais ça reste aussi ouvert. Et donc, parce que j'ai vu aussi une autre question en termes de métrique, ça reste le nombre d'hectares. Le nombre d'hectares, dépendamment du type d'activité PSE. Le nombre d'hectares et le montant aussi est variable dépendamment du type d'activité. C'est différent pour l'agroforesterie, c'est différent pour les reboisements, c'est différent pour la régénération naturelle en forêt. C'est différent pour la gestion durable des forêts, c'est différent pour la conservation. Donc, dépendamment du type d'activité PC, de la catégorie d'activité, et dépendamment du type de fournisseur, c'est variable. OK, Peut-être merci beaucoup. peut-être mentionner rapidement qu'il y a aussi il y a des critères de qualité pour chacune des activités qui sont qui dépendent du modèle exact. Donc, il y a plusieurs modèles agroforestiers qui peuvent être proposés, plusieurs modèles de boisement, reboisement, plusieurs modèles d'expansion des cultures pérennes sans déforestation et plusieurs modèles de gestion durable et de régénération en savane. La conservation, c'est assez standard, mais pour les autres activités, il y a des critères de qualité qui font l'objet de notifications selon des protocoles standardisés. Ah, d'accord. Merci en tout cas. Alors, je reviens quand je vois le séquençage de toutes les présentations tout à l'heure par rapport à la publication de l'avis en manifestation d'intérêt. Quand je vois en termes de critères, je vois tout ça, je suis en train de me poser la question. Parce que quand même, derrière, c'est vrai que c'est un avis d'appel en manifestation d'intérêt qui s'adresse à tout le monde. Maintenant, quand je vois nos structures nationales, locales, je pense que ça va être extrêmement difficile pour nos structures nationales. Mais est-ce que c'est possible que les gens peuvent se mutualiser en consortium, justement, comme ça a été. Est-ce qu'il y a il y a une possibilité dans ce sens? Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la possibilité de constituer des consortiums est prévue et elle est même encouragée. Donc, dans l'idée d'essayer de mutualiser les compétences, les techniques et les moyens Le micro est de ouvert maintenant, chacun. Camille. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gildas. Juste un instant, je finis la réponse à cette question. Donc oui, la constitution de consortium est tout à fait possible et même encouragée. Et il faut noter aussi un aspect pour l'approche qui a été prévue pour la mise en œuvre de ce futur projet intégré. Donc elle va se faire autour de trois axes qui ont déjà été présentés. Et le premier, pour rappel, c'est le renforcement institutionnel des acteurs des territoires d'intervention. Donc ces aspects, disons, de renforcement de capacité sont aussi prévus et vivement encouragés dans les soumissions. En espérant que ça réponde à la question, on va peut-être proposer à Monsieur Gildas, donc du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de prendre la parole si c'est possible maintenant. Bien, merci. Merci. Merci à vous. J'étais tout au début avec vous. Malheureusement, mon micro m'a lâché. Je n'ai pas vraiment la main pour pouvoir intervenir dès le début. Et donc, bonjour à tous. Je suis Igor Toulakoukadou Igor, responsable climat en République centrafricaine. Et je fais partie de l'équipe de la coordination ou bien du suivi de ce programme au niveau national. Alors,
cet appel à manifestation d'intérêt qui est publié aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'intérêt, hein, pour la République centrafricaine. Et avec l'appui de CAFI, on pense que nous pouvons valablement mettre en œuvre la planification que le gouvernement a mis en place concernant la gestion durable des écosystèmes forestiers en République centrafricaine et faire également la promotion de l'agroforesterie en République centrafricaine et également l'agroécologie. Alors, comme vous le savez, le gouvernement centrafricain a élaboré son document qu'on appelle le Plan national de développement. Et ce plan national de développement est aligné avec ces différents documents de planification que le gouvernement a pu élaborer entre-temps. Nous avons le cadre national d'investissement que le gouvernement a élaboré, où aujourd'hui, nous avons les projets, hein, ces 3 projets préidentifiés sont consignés. Nous avons également le document qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national et également la lettre de politique de l'environnement et d'autres documents qui sont également pris en compte pour l'élaboration de ce plan national de développement. Alors donc, ce travail que nous sommes en train de lancer au niveau de notre pays, la République africaine, c'est aligné avec la vision du plan national de développement de la RCA. Et donc, je tiens à informer les partenaires ici présents que c'est un travail vraiment qui nécessite beaucoup de, 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 c'est un travail de grande qualité que nous recherchons. Nous souhaitons ce que les partenaires puissent se rapprocher également du département chargé de l'environnement, du département chargé des eaux de forêt, pour avoir plus d'informations concernant cet appel à manifestation d'intérêt, afin de nous faire une bonne proposition permettant d'avoir plus de choix possibles au niveau du secrétariat CAFI et du gouvernement pour sélectionner un d'entre eux pour pouvoir élaborer le document de la mise en œuvre de ce projet. Et pour terminer, je ne peux que vous remercier, hein, tous les partenaires ici présents autour de cette table, au nom du ministre de l'Environnement, de pouvoir, qui vous encourage à soumissionner. Et merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Tolako Gadou, pour votre mot. Alors, je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Dans le cas où vous n'auriez pas accès à votre micro, vous avez une fonctionnalité questions et réponses dans laquelle vous pouvez taper votre question pour que l'on puisse ensuite la lire. Je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent maintenant. Estelle, est-ce que on pourrait donner la parole à messieurs Mactarfal et messieurs Étienne Longe, ou bien ils doivent écrire leurs questions dans la fonctionnalité questions et réponses? Les deux sont possibles et Monsieur McTarfol a la parole actuellement. Après, à toi de nous dire, Camille. Ouais. Merci. Je suis Madame Damian Hassani Edith Puchéry. Je travaille au PNUD en RCA comme chargée de programme en matière d'environnement et de développement durable. Et je suis avec Monsieur Mactarfal. C'est son laptop que nous utilisons, nous partageons. Monsieur Mactarfal est le représentant résident adjoint au programme du PNUD en RCA. J'ai 2 questions à poser de notre côté ici. C'est concernant les 300 000 $. C'est vrai qu'il a été dit que les fonds de gestion, les coûts de gestion et les coûts indirects doivent être compris dans les 10 millions de dollars, mais est-ce que les 300 000 également sont déductibles des 10 millions de dollars? Et ensuite, la seconde question, c'est concernant le template lui-même, le format de la soumission à l'appel à manifestation d'intérêt. Bon, ça a été présenté, quelques points ont été présentés sommairement, sans que le format lui-même, qu'il y ait eu un rappel là-dessus pour les questions de compréhension. Mais je voudrais savoir, au niveau du contexte, il intervient après les axes
Donc, est-ce que c'est pas plus logique que le contexte soit avant les axes, de telle sorte que ça permet de savoir d'où viennent les axes, quoi, d'où découlent les axes. Donc, c'est les deux questions que j'avais à poser. Merci. Je vais répondre à la première question et je vais laisser Camille répondre à la deuxième. Oui, Bruno. Donc, euh, donc les 300 000 ne sont pas inclus dans les 10 millions. Donc, ils feront l'objet d'un accord de don de préparation. Donc, il s'agit d'un document à part. Donc, ce sera un contrat à part pour le développement du projet. Et disons, l'octroi du don de préparation ne garantit pas que votre projet sera approuvé par le conseil d'administration. C'est-à-dire que vous devrez ensuite passer par un processus d'évaluation de votre projet. Donc, ce sont deux accords contractuels différents entre l'organisme de mise en œuvre et le fonds CAFI. Et donc, c'est 300 000 ce 300 000 n'est pas inclus dans les 10 millions pour le projet cible. C'est de l'argent pour développer le document de projet, faire les consultations des parties prenantes qui ont sur le terrain, incluant ces consultations des parties prenantes sur le terrain. Merci. Ok, merci beaucoup. Pour la partie, donc le Caneva à utiliser, donc vous l'avez ici sous les yeux, j'espère que vous le voyez bien. Donc il s'agit de l'annexe 1 que vous pouvez trouver dans l'appel à manifestation d'intérêt. Donc ce Caneva-là est l'annexe 1, je le répète. Et il a été également publié en tant que formulaire de soumission sur notre site internet. Donc, vous avez différentes sections à remplir. Peut-être un point d'attention sur le fait que si vous voulez soumissionner en tant que consortium, alors vous avez une partie à remplir par le chef de file, puis par le partenaire, sachant que cette partie partenaire est à décliner autant que de besoin en fonction du nombre de partenaires. Donc, si vous avez 3 partenaires, les 3 devront remplir cette section-là. Sur comment dire, la composition, j'allais dire, de ce formulaire de soumission. Donc, il reprend en fait l'AMI. Donc, vous êtes invité à répondre section par section sur voilà, les différentes parties, la compréhension des enjeux, la stratégie envisagée, les synergies et cofinancement, etc., en suivant effectivement l'ordre qui est proposé dans ce formulaire de soumission. Voilà, j'espère que ça répond à la question. D'accord, merci beaucoup. Euh, donc, il y a une main levée de Monsieur Étienne Longe qui a maintenant la parole, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Moi, c'est Étienne Longe. Je suis directeur pays pour WWF, pour la RCA. Euh, j'ai une question, voire des questions. La première, c'est de savoir, vous avez lancé l'appel à manifestation d'intérêt et vous avez dit que pour soumissionner, il faut avoir l'accréditation. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'abord de lancer un processus d'accréditation avant la manifestation d'intérêt pour plus de compétitivité et d'inclusivité? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui vient de celle-là, les risques du processus, c'est de voir qu'il n'y a pas assez de manifestations, il y a pas assez de manifestations d'intérêt des organisations avec accréditation. Est-ce que le CAFI a un seuil de nombre de manifestations d'intérêt
qui ont d'accréditation, qui ont soumissionné avant d'aller à la prochaine étape? Merci. Alors, donc la première question par rapport à l'accréditation. Donc, si votre organisation n'est pas accréditée, elle fera, mais que votre expression d'intérêt est considérée comme étant la meilleure, on ne considère donc que vous n'êtes pas disqualifié si vous êtes éligible pour l'accréditation, si vous remplissez les conditions d'éligibilité pour lancer le processus d'accréditation. CAFI lancera le processus d'accréditation. Et donc, ça retardera pas nécessairement le développement du projet parce que vous pouvez commencer à développer le projet en parallèle de l'accréditation. Évidemment, si vous avez besoin de fonds préparatoires, à ce moment-là, oui, ça pourrait retarder le développement du processus parce que pour qu'on puisse canaliser des fonds vers un organisme de mise en œuvre, celui-ci doit être accrédité. Donc, ça, c'est au niveau de l'accréditation. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans votre question, vous suggériez s'il pouvait y avoir une autre façon de procéder. La réponse est non. Ensuite, sur votre deuxième question, vous avez demandé, pardon, j'ai un petit blanc de mémoire. Donc, la question, c'était sur le nombre minimum d'organismes qui doivent postuler à l'AMI pour qu'il soit validé. Il n'y a pas de nombre minimum. Il n'y a pas de nombre minimum. Donc, il peut y avoir une seule manifestation d'intérêt. Si celle-ci obtient un pointage suffisant et que le conseil d'administration et le gouvernement de la République centrafricaine sont satisfaits, cet organisme peut être sélectionné et aller de l'avant. Donc, il n'y a pas de nombre minimum de soumissionnaires. Merci. D'accord. Merci, M. Bruno. Merci. Merci. On va prendre peut-être une question qui est dans le chat. Donc, est-il prévu que plus d'un candidat bénéficie de la subvention de 300 000 dollars américains pour la préparation du projet complet? Donc, en fait, seulement l'organisme de mise en œuvre ou le consortium qui sera sélectionné à l'étape de l'AMI pourra bénéficier de ce don de préparation d'un montant maximum de 300 000 dollars américains. En notant que, comme ça a déjà été dit précédemment, ceci est optionnel. Et donc, dans la soumission que vous allez faire à l'étape de l'AMI, vous devrez mentionner si oui ou non vous voudriez bénéficier de ce don de préparation. Ok, en espérant avoir répondu à cette question. Je vois qu'il y a trois autres mains levées. Donc peut-être Monsieur Pierre Cafando. Ok, bonjour, monsieur Pierre Cafando, je suis de WWF RCA. Merci pour la présentation et un coucou à Thierry, mon ancien collègue. Euh, Moi, ma question, c'est par rapport à un peu la suite de ce que Étienne disait. Est-ce qu'une structure, un organisme de mise en œuvre qui présente son ami doit forcément inclure des structures avec lesquelles il pense pouvoir travailler s'il est retenu dans le futur ou bien cela peut se faire beaucoup plus tard pendant le développement du projet. Merci. Oui, oui, vous pouvez le faire pendant le développement du projet. Donc, à ce stade-ci, vous êtes. Et d'ailleurs, vous pouvez indiquer des partenaires potentiels. Donc, au stade de manifestation d'intérêt, donc, vous pouvez l'indiquer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir établi des arrangements contractuels formels avec vos futurs partenaires de mise en œuvre. Vous pouvez indiquer que vous explorez des partenariats avec telle et telle organisation. Vous pouvez dire que vous n'avez pas encore identifié vos partenaires, donc et vous n'êtes pas tenu ensuite nécessairement de conclure des accords. Donc à ce stade-ci, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Donc
la réponse c'est vous pouvez la réponse c'est non, vous n'êtes pas obligé d'indiquer vos partenaires, vous pouvez le faire plus tard. Et si vous le faites, vous pouvez aussi expliquer que ce n'est pas nécessairement un arrangement définitif. Merci bien. Ok, je vois deux autres mains levées. Peut-être Monsieur Igor Gildas. Monsieur Tola, s'il vous plaît. Oui, Camille, merci. C'est juste rappeler aux partenaires, aux participants hein, qui sont dans la salle avec nous, que tout à l'heure, Bruno disait que euh, la soumission doit comporter 15 pages. Donc, c'est seulement à titre de rappel que je reviens là pour préciser que le document que nous comptons recevoir, ça ne doit pas vraiment excéder 15 pages. C'était seulement ça. Merci. J'espère que j'ai bien dit non, Bruno. Non, vous avez raison. Donc, on s'attend à des manifestations d'intérêt qui n'excèdent pas 15 pages. Donc, essayez de respecter les 15 pages. Évidemment, on a déjà eu des cas par le passé où les gens écrivaient en caractères très petits pour que ça rentre dans 15 pages disons, voilà. Donc, on demande aux gens de s'en tenir aux 15 pages le plus possible. Si vous nous envoyez une manifestation d'intérêt qui fait 30 pages avec beaucoup de détails, ben on va considérer ça négativement. Si vous avez des détails additionnels à donner, s'il vous plaît, mettez-les en annexe de votre soumission. Je vois une main levée pour Monsieur Grégoire Lejean. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Allô, oui, bon. Bonjour à tous, donc Grégoire Lejean de l'Agence française de développement, AFD. Donc il y a également certains de mes collègues en ligne avec nous. Donc c'était juste pour vous confirmer que l'AFD en tant qu'entité accréditée au CAFI donc, va répondre à cet AMI. Donc on voulait vous remercier donc de l'avoir lancé. Et donc, bien vous préciser qu'on a bien compris les enjeux hein, autour de la proposition des PSE en particulier et qu'on va s'attacher à faire une proposition qui soit conforme à vos attentes et au cadre demandé. Et voilà, donc juste vous confirmer que dans les 15 jours, l'AFD répondra à cet AMI. Donc voilà, c'était simplement pour partager ça avec vous et les autorités présentes. Donc merci beaucoup. merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne vois plus de mains levées ni de questions. N'hésitez pas, on est vraiment dans les dernières minutes de cette session d'information. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Oui, Monsieur Gildas Soulet. Oui, merci. C'est pas comment on utilise la machine de M. Gildas. C'est M. Dieudonné Bono, Wané Mobrachka, directeur de cabinet du ministère des Eaux et Forêts. Ce n'est pas une question, c'est juste pour saluer tous les panélistes, tous les participants et dire merci à CAFI pour cette opportunité-là. Je pense que les résultats attendus de cette initiative doivent booster d'autres initiatives futures. Et tous ceux qui vont manifester leur intérêt pour cette activité, le gouvernement attache beaucoup de prix à ce projet-là, qui a une importance très capitale pour nos communautés, et la gestion durable de nos forêts, de nos ressources au niveau de la République centrafricaine. Donc, je salue Camille, Bruno, Thierry aussi et tous les autres panélistes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de cabinet. Merci. Ouais, je vois qu'il y a une question dans le module, donc je vais la lire. Sera-t-il considéré comme défavorable si un candidat est membre de deux consortiums répondant à la même opportunité? Ça n'est pas considéré défavorablement et c'est une possibilité qui est offerte
de pouvoir se positionner, on va dire, sur différentes soumissions, comme ça a été dit dans la présentation. Donc, comme ça a été dit, au-delà de cette session d'information et donc de ce créneau dédié aux questions et aux réponses, vous avez l'opportunité de pouvoir adresser toutes vos questions par écrit, donc à l'adresse mail qui a été mentionné plusieurs fois dans cette présentation, et ce, avant la date limite du 16 novembre. Et donc, toutes les questions et toutes les réponses seront publiées le 18 novembre sur notre site Internet. Également, cette présentation est donc enregistrée et elle sera aussi publiée dès demain sur le site internet. Donc vous pouvez y avoir à nouveau accès. La synthèse des questions et des réponses qui ont été traitées aujourd'hui sera faite et sera mise en annexe donc également sur notre site internet. Écoutez, je crois que nous n'avons plus de questions. Donc, je pense qu'on arrive doucement mais sûrement à la fin de cette session d'information. Peut-être aux collègues du gouvernement de la République centrafricaine, est-ce que vous souhaiteriez prononcer peut-être un dernier mot avant qu'on clôture? Oui, Camille, merci. C'est juste pour remercier les participants, les différents participants. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vois que nous avons l'AFD dans la salle avec nous, nous avons le PNUD avec nous, nous avons le VVF avec nous. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir ces partenaires autour de cette table-là. Et donc, je tiens à remercier tout le monde. Et au nom du ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable, je vous remercie. Et je vous souhaite bonne chance à vous tous pour que le meilleur gagne. Merci. Merci beaucoup pour ce mot et ces encouragements. Bruno, Thierry, est-ce que vous auriez un mot? Non. Ok. Eh bien, écoutez, je vais me joindre à Monsieur Tola Kogadou pour souhaiter un bon travail, une bonne chance à tous les soumissionnaires qui vont affiner leur soumission à la suite de cette session. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à l'adresse mail qui a été donnée. Et vous pourrez donc consulter dès demain cette session d'information qui sera donc mise en ligne. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre attention. Euh, je vous souhaite encore une fois bon travail. Merci beaucoup et au revoir.